Gradet est l'un d'entre eux, dont l'insigne sudiste est une provocation raciale. Toujours à portée de la main, le peigne, les papiers et le coup de poing américain. Alors, il y a eu le problème des rebelles, quoi. Alors on s'est dit, comme il y a des rebelles qui attrapaient d'autres noirs, quoi, et puis ils tapaient, on nous s'est dit, on va se regrouper. Nous, donc, on en repère un, on va le voir, quoi. On le retire ses couleurs. S'il bouge un peu trop, on est obligé d'agresser, quoi. Retire-le tout seul. D'abord un truc pour l'enlever, alors. Arrache-le, qu'est-ce que tu fais? Tu l'arraches. Contemporains des Panthers, les Asnés sont proches des Ducky Boys dès leur début. Les patchs portés par les Ducky sur leurs bombers sont un hommage revendiqué à leurs aînés. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que Ducky Boy, on portait le drapeau américain. Avant d'être Red Warrior, j'étais aussi Ducky Boy à une époque. Les premiers à porter les drapeaux américains, c'était les Black Panthers. Donc on tient toutes nos traditions, en fait, nos origines des Black Panthers. Mais on se connaît tous entre nous, on se connaît tous. Parce que, si tu veux, définition, on est là pour la même but, tu vois. Notre but, c'était quoi? C'était les skinheads, les fachos, les bellereux. Les skinheads, moi, j'ai pas trop connu. C'était les rebelles, quoi. Ceux qui étaient à Vincennes. Voilà, quoi. Ceux que j'allais faire plus avec eux, quoi, qu'avec des skinheads. Il y avait beaucoup de fachos là-bas. Il y avait beaucoup de rebelles, tout ça. Ça tapait grave. Seule trace filmée de ce groupe mythique parmi les chasseurs, un film tourné en 88, Fury Rock. Les Asnés y jouent leur propre rôle face aux Crazy Cats, une bande de rockers créée pour l'occasion et composée des Red Warriors et des Ducky Boys. Ils vont me le payer, ces bâtards. On va vous déchirer, bande de glaire. Vous êtes devenu con, quoi? Il est vous. Venez pas le chercher, les gars. Rocky, t'as défoncé ou quoi? Ça suffit, les mecs, y'en a marre de vos conneries. Toi, va te faire foutre. Il vous dit les bouts, sinon on vous encule. On va vous défoncer. On s'arrache, les gars. Quoi? On peut plus délirer maintenant? On se tire comme des baltringues. Tony va nous prendre pour des bouffons. Putain, on va pas s'arracher comme ça. Faites pas chier. On s'arrache pour le moment. C'est pas bon. On se reverra, les mecs. Préparez-vous pour la promenade. Comme tous les samedis, au marché aux puces, les Ducky Boys contrôlent les promeneurs. Ils vérifient les insignes, les badges et même les paroles. Au moindre doute sur l'opinion politique de quelqu'un, ils frappent. Dès lors, Red Warriors, Ducky Boys et autres groupes de chasseurs occupent le terrain. Dans la rue, la violence utilisée par les skinheads s'est retournée contre eux. Et à partir de ce moment-là, je sais que les feufas, ils ont commencé à prendre conscience qu'il y avait des mecs en face, des mecs solides, des mecs organisés. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à bien chier dessus, se dire, voilà, il y a des groupes qui sont organisés, ils vont nous fracasser. Il y a ceux qui disparaissent corps et biens, tu vois, genre parce que c'est pas un engagement plus politique que ça et que le fait de se faire défoncer par rapport à leur look, c'est un truc qu'ils sont pas prêts à assumer parce qu'en fait le look ils en ont pas plus, ils en ont rien à carrer, le délire feufa ils en ont rien à carrer non plus, en fait c'était surtout traîner en bande qui les branchait et ils sont pas prêts à assumer de se taper, de se faire défoncer pour ça. Bon ça en élimine déjà une grosse majorité. Et reste après, effectivement, très rapidement, ne reste que ceux qui sont vraiment des mecs convaincus, militants et qui s'organisent. La société multiraciale est un échec parce qu'il y a des opposants à ce système. C'était un bon système, il n'y aurait pas d'opposants, le mouvement skin n'existerait pas. Ce mouvement de réaction à cette société. Donc vous allez continuer? Oui, ils ont une culture, une histoire comme ont les Zoulous, les Maasai, les Japonais et les Chinois. Nous voulons la défendre. Nous sommes contre l'immigration qui métisse notre culture. Quitte à taper sur les immigrés. Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre. Donc ce qu'il a fait, Batskin, il a été malin. Il est parti voir chaque groupe. Et dans chaque groupe, il a passé un message. Comme quoi il voulait une unité, un rassemblement. Puisque nous, en face, on est en train de faire quelque chose de très puissant. Il avait vu que la chaleur en face, que les Ducky Boys, aussi bien les Asnés, aussi bien les Red Warriors ont commencé sérieusement à s'occuper de leur cas par cas, à commencer à vraiment faire des descentes actives. Qu'on avait déjà marre à pas mal de groupes. Ils ont commencé à se dire maintenant... C'est parti, maintenant il va falloir s'organiser. Alors ils se sont organisés en un espèce de groupe de best-of, on va dire, de best-of de toutes les équipes, de toutes les différentes équipes de skin, qui s'est appelé le JNR, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, qui allait devenir le service d'ordre de tous les groupements d'extrême droite. Qui étaient, eux, rattachés au MNR de l'époque.
qui était le parti de la troisième voie. Donc c'est une vraie entrée dans la politique. Ce sont les JNR, les jeunesses nationalistes révolutionnaires, de vrais durs qui ont tous fait de la prison pour violence raciale ou politique. Un groupuscule de l'extrême droite française. Ils sont une vingtaine à Paris. Super radical dans le discours, super radical dans le look. Enfin, tu vois, les mecs rasés à blanc, tout en noir, paraboots, machin. Enfin, tu ressembles à des CRS chauves, quoi, tu vois, de loin. Un vrai cadre de combat, quoi, bien organisé, géré, et voilà, bien organisé, voilà. C'est plus je porte un white power, je fais non, c'est je m'investis. Là tu les retrouves dans les manifs du front, tu les retrouves un peu partout. Il y a un mec qui s'appelle à ce moment-là Jean-Gilles Maliarakis, qui est lui un vieux baroudeur de l'extrême droite, tu vois, politique, militante du début des années 70 à nos jours quasiment. Et Maliarakis, il se dit, il compte sur Ayoub pour essayer de fédérer les skins pour les utiliser comme des militants. C'est à ce moment-là que tu vois des skins en rang, machin, qui défilent pour le 1er mai de Le Pen. Tu vois, le truc qui n'existe plus maintenant parce que les mecs ont compris, enfin tu vois, mais pendant un moment ils ont eu cette volonté-là, et il y a une photo célèbre où les mecs sont une cinquantaine tous en ligne, et c'est le moment où voilà où il y a cette espèce de début de tentative de l'establishment politique d'extrême droite de récupérer les moins cons de ces mecs-là, voilà. Et donc Maliarakis, au début il leur avait mis un local à disposition et tout, près de la place du Châtelet. Et rapidement, il en a plein le cul parce que les mecs ils passent leur temps à se bourrer la gueule, à se battre entre eux, à faire n'importe quoi. Et puis rapidement, il se rend à l'évidence qu'il n'arrivera pas à ses fins, c'est-à-dire, il les voyait comme une espèce d'avant-garde, tu vois, radicale, musclée de l'extrême droite en France, et ça marche pas, quoi. En 88, les skinheads sont omniprésents dans les médias. L'extrême droite, boostée par les succès électoraux du Front National, devient un épouvantail politique dont les skinheads sont les plus indignes représentants. Cette année-là, les crânes rasés sont en roue libre. Rouen, un CRS antillais est tabassé par une bande de skinheads. Reims, un skinhead ouvre le feu au pied de son immeuble. Lille, un SDF est tué pendant son sommeil sur un banc public. Puis coup sur coup, c'est un foyer Sonacotra qui explose à Cagnes-sur-Mer. Et à Paris, le magazine Globe qui est détruit par une bombe incendiaire. 2 attentats imputés aux néo-nazis du PNFE. Au total, on compte plus de 20 agressions racistes par jour, parfois meurtrières. C'est impossible de discuter avec ces mecs-là parce que pour eux, avec l'éducation qu'ils ont eue, c'était les Renois, c'est des esclaves, c'est des mauvais, c'est des méchants. Ils sont partis dans ce truc-là du moment où ils en ont vu arriver dans leur ville. Et c'était de la crainte de leur côté et ils n'ont jamais voulu essayer de comprendre qui on était, savoir si on parlait pareil, si on donnait les mêmes idées. Tu vois, donc nous, il fallait qu'on milite et qu'on impose nos idées pacifiquement. Mais après, quand tu avais des mecs qui étaient contre nos idées et qui voulaient y aller brutalement, on était là pour ça. Moi, en ce qui me concerne, avoir fait partie des deux qui et avoir été chassé du skin, ça a vraiment été un choix. Parce qu'en face de nous, on avait des xénophobes, des racistes, des gens qui n'étaient pas ignorants, parce qu'il y a des gens qui sont racistes par ignorance, qui ne connaissent pas vraiment l'autre, l'étranger, et qui sont embourbés dans leurs préjugés. Quand on allait à la rencontre d'un skinhead, on savait que c'était quelqu'un qui nous méprisait par conviction. Et donc on avait toutes les raisons du monde d'aller en découdre avec eux. On reconnaissait notre ennemi par la façon dont il s'habillait, la façon dont il parlait, la façon dont les couleurs qu'il portait. Donc c'était important qu'à l'époque, de nos jours, les jeunes ils vont se taper pour une embrouille, pour une histoire. Nous, simplement, comment il est habillé voulait dire que c'était notre ennemi à la vie et à la mort. Donc on arrivait dans des situations extrêmes contre des gens qu'on connaissait même pas. Tout simplement parce qu'il avait les couleurs ennemies. Malgré tout, on avait l'impression de faire une guerre, mais une guerre qui existe vraiment. Le grand public, il s'en fout. Ils n'étaient pas conscients de ça. Mais nous, on était conscients qu'un faf qui te voit au loin, s'il est avec 10 potes, il t'a reconnu. Tandis que des faf qui voient des noirs, ils vont pas tous les agresser. Mais par contre, s'ils voient un chasseur, ils vont l'agresser. Et en fait, le chasseur, c'était limite le mec qui disait « je suis noir et je t'emmerde ». C'était ça le chasseur, en fait. Tu devenais une cible pour tous les fascistes de la capitale qui contrôlaient la rue à l'époque et qui avaient en moyenne 25 ans d'âge. Celui qui portait ses couleurs, c'est celui qui assumait qui il était. Généralement, la culture ambiante, c'est l'hypocrisie. On n'assume pas vraiment qui nous sommes. Or que les Neuskis, ceux qui portaient leurs couleurs, et que ce soit les deux qui, Rudy, Red, c'était des mecs qui disaient voilà,
Je suis Red. Je suis de qui? Je suis Rudy. Qu'est-ce qui